problème, c'est plus pour à l'écran en fait. Pardon, excuse-moi. C'est te dire. Mes chers collègues, bonsoir. Je vous invite à bien vouloir gagner vos emplacements. Nous allons pouvoir démarrer cette séance du Conseil communautaire puisqu'il est très exactement 19 heures. Et je vais donc pouvoir procéder à l'appel des présents. Donc, pour la commune d'Abbéville-la-Rivière, monsieur Éric Meyer. Présent, merci. Angerville, Johan Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente. Monsieur Dominique Vaury, absent excusé, donner pouvoir à Madame Sabourin-Michel. Madame Ambrosio Tadi, présente, merci. Commune d'Arancourt, Monsieur Denis Yanou, présent, merci. Commune d'Auton-la-Plaine, Monsieur Nicolas André, présent, merci. Commune de Blandy, Monsieur Cyril Rossel, présent, merci. Commune de Bois-Herpin, Madame Evelyne Touéman, présente. Merci. Boissy-la-Rivière, Monsieur Dominique Leroux, présent. Merci, Dominique. La commune de Boissy-le-Sec, Monsieur Frédéric Goupil, présent. Merci. Boutervilliers, Monsieur Marc Herman, présent. Merci. Bouville, Monsieur Michel Morichon, présent. Merci. Commune de Brière-les-Cellés nous accueille ce soir Monsieur Michel Roulant, présent. Merci. Commune de Brouy, Monsieur Jean-Louis Chandelier, présent, merci. Commune de Châlons-Saint-Marc, Monsieur Xavier Guillaumard, présent, merci. Châlons-Moulineux, Madame Geneviève Menlet, présente, merci. Commune de Champmoteux, Monsieur Jérôme Desnoux, présent, merci. Commune de Châtignonville, Monsieur Christian Thierry, présent, merci. Congerville-Thionville, Monsieur Thierry Guérin, présent, merci. Pour la commune d'Étampes, Monsieur Franck Marlin, absent, excusé, à donner pouvoir à Madame Girardot. Madame Girardot, présente, merci. Monsieur Fouad Elmcanter, non. Madame Virginie Tartarin, oui, présente, merci. Monsieur Gilbert Dalirac, absent, excusé, à donner pouvoir à Madame Pibaud. Madame Sana Abibou, non. Alors après, je donnerai lecture des pouvoirs. J'ai reçu d'autres pouvoirs, donc à mon avis, on trouvera effectivement ces explications. Hein. Monsieur Jean-Michel Jossot, présent, merci. Madame Elisabeth Delage, présente, merci. Monsieur Franck Cohen, absent, excusé, donner pouvoir à Monsieur Nolo. Madame Françoise Pibaud, présente, merci. Monsieur Mehdi Mejri, il me semble qu'il a dû donner pouvoir et que je vais le voir après. Non, où il va arriver parce que c'est lui qui a pouvoir. Alors, arrivée de Monsieur M. Canter. Donc, présent, juste qu'il faut que je retrouve la bonne ligne, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc, Monsieur Mehdi Mejri donc, devrait nous rejoindre. Mariam Si donc, a donné pouvoir à Monsieur Mejri. Monsieur Nolo, présent, merci. Madame Claude Mazur. Ah, non, ça doit être dans mes pouvoirs. Monsieur Mostafa Genaïm. Il va arriver plus tard. Madame Paboudjian, présente, merci.
Monsieur Gérard Hébert, absent, excusé, donner pouvoir à Monsieur Josso. Madame Paola Leroy, présente, merci. Monsieur Draman Keita, présent, merci. Madame Emmanuelle Royer, présente, merci. Monsieur Patrick Julisson, présent, merci. Madame Kadiatouli, non. Oui, pardon. Vous êtes présente? Ah, alors je vais regarder pour les pouvoirs, madame. Monsieur Mathieu Hiller, présent, merci. Madame Aline Garnier, absente, excusée, donner pouvoir à Monsieur Hiller. Monsieur Maxime Marcelin, présent, merci. Madame Camille Binet-Dezer, présente, merci. Madame Clotilde Douard, présente, merci. Monsieur Tariq Méziane, présent, merci. Commune de Fontaine-la-Rivière, Monsieur Yvon Boukaya, présent, merci. Commune de la Forêt-Sainte-Croix, Monsieur Guy Cronier, présent, merci. Guillerval, Monsieur Daniel Ciré, présent, merci. Marolles-en-Beauce, Monsieur Alain Perdijon, présent, merci. Le Mérévillois, Monsieur Guy Desmurs, présent, merci. Madame Sylvie Vasset. Ah, j'ai un pouvoir arrivé, d'accord. Et Monsieur Jean-Pierre Dubois, présent, merci. Pour la commune de Mérobert, Monsieur Alain Martin, présent, merci. La commune de Mépuy, Madame Sabine Furman, présente, merci. Commune de Monerville, Angelina Dardenne, absente, excusée, m'a donné pouvoir. Commune de Morigny-Champigny, Monsieur Bernard Dionnet, merci. Madame Valérie Gouritaine est absente, excusée, et a donné pouvoir à Madame Côme. Madame Côme, présente, merci. Monsieur Jérôme Lenoir et Monsieur Laurent S, présent, merci. Ormois-la-Rivière, Monsieur Michael Mérigot, présent, merci. Le Plessis-Saint-Benoît, Monsieur Claude Fauconnier, présent, merci. Puiselay-le-Marais, Monsieur Fabien Bidot, merci, présent. Pucet, Monsieur Grégory Courtas, non. Madame Séverine Ramé, non plus. Roivilliers, Madame Huguette Denis, présente, merci. Sacla, Monsieur Yves Gaucher, présent, merci. Madame Annie Lepage, présente, merci. Commune de Saint-Cyr-la-Rivière, Madame Christelle Deloison, présente, merci. Saint-Escobille, Monsieur Yves Villatte, merci. Commune de Saint-Hilaire, Monsieur Stéphane Demelmuster, présent, merci. Et enfin, la commune de Valpuiseau, Monsieur Jean Pertuis, présent, merci. Je vais donc reprendre maintenant les pouvoirs pour m'assurer que je n'ai oublié personne. D'accord, donc je répète, Monsieur Franck Cohen a donc donné pouvoir à Monsieur Nolot. Monsieur Dalérac a donné pouvoir à Madame Pibaud. Madame Dardenne m'a donné pouvoir. Madame Gouritaine a donné pouvoir à Madame Côme. Monsieur Hébert a donné pouvoir à Monsieur Josso. Madame Lee a donné pouvoir à Madame Tartarin. Madame Si a donné pouvoir à Monsieur Mégery. Mais je ne crois pas que Monsieur Mégery est arrivé présent. Merci. Madame Monsieur Vaury a donné pouvoir à Madame Sabourin-Michel. Monsieur Marlin a donné pouvoir à Madame Girardot. Ça, je l'ai déjà eu. Madame Royal, j'ai déjà eu. Ça, j'ai déjà eu. Il y a du bis repetita. Voilà, normalement, je n'ai... Eh oui, Madame Abibou a donné pouvoir à Monsieur Julisson. Et donc, Madame Gardien a donné pouvoir à Monsieur Hiller. Normalement, je n'ai oublié aucun pouvoir. En tout cas, je ne l'ai pas en ma possession. Ah, est-ce qu'on peut me ramener le pouvoir de Madame Vasset à Monsieur Desmurs qui a été déposé par Monsieur Desmurs lorsqu'il est arrivé, s'il vous plaît, pour qu'on puisse régulariser. Bien, le quorum étant amplement atteint, nous pouvons ouvrir cette séance. Je note l'arrivée donc de Monsieur Courtas et de Madame Ramé. Avant que nous ne puissions donc passer à l'ordre du jour, je sollicite, comme à l'accoutumée, votre autorisation pour que nous puissions avoir recours au scrutin public et, in fine, le pouvoir de Mme Vasset à M. Desmurs donc, m'est bien parvenu. Donc, je vous le disais, à ce que nous puissions avoir recours au scrutin public et, in fine, donc, au vote électronique, selon l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Naturellement, si nous devons procéder à un vote secret, celui-ci ne sera donc pas public et la confidentialité, vous le savez, est garantie par les télécommandes, puisque le paramétrage n'est pas le même lorsque la nature du scrutin est de nature confidentielle. Est-ce qu'il y a, je mets à vos voix, des votes contre ce mode de scrutin? Non. Des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie. Nous pouvons donc procéder au scrutin public avec vote électronique. Je vous informe également que je vais retirer de l'ordre du jour le point 14 concernant la création d'un contrat de projet qui sera reporté pour la prochaine séance. Il nous faut également désigner
un secrétaire de séance. Est-ce que j'ai une ou un candidat pour remplir cette fonction? Dans ces cas-là, tout le monde... Oui, j'ai Madame Furman. Pas d'autres candidatures? Je soumets à vos voix la candidature de Madame Furman en qualité de secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Des abstentions? Non plus. Donc, à l'unanimité, Madame Furman est désignée secrétaire de séance. Nous pouvons donc passer au premier point, à savoir l'approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 4 février dernier. Procès-verbal donc d'un certain nombre de pages, 67, qui vous a été envoyé avec la note de synthèse. Est-ce que vous avez des remarques, des amendements ou des demandes de modification à apporter à ce procès-verbal? Non. Je vous propose donc que nous puissions passer au vote pour l'adoption du... on le fait au scrutin électronique? Non, non, oui. Donc à main levée, est-ce qu'il y a des votes contre l'adoption du procès-verbal? Non. Des abstentions? Donc ça fait 4 abstentions. À la majorité, celui-ci est adopté. Nous commençons avec ensuite la modification des représentants de la commune d'Arancourt et de Monerville auprès du syndicat d'élimination des déchets de la région des Tempes, le CEDRE. Il vous est rappelé donc la composition aujourd'hui du CEDRE s'agissant de notre agglomération, c'est-à-dire 18 communes. Les statuts prévoient que chaque commune sont représentées par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Nous avons désigné les représentants des 18 communes par délibération du 17 juillet 2020. Toutefois, des modifications donc, sont à apporter ce soir s'agissant donc des communes d'Arancourt et de Monerville qui souhaitent donc modifier les titulaires et les suppléants. Vous avez donc, vous l'aurez constaté, souvent une inversion entre le titulaire et le suppléant. Il vous est donc proposé ce soir pour la commune d'Arancourt de désigner en qualité de titulaire M. Martial Delton et Mme Rosa Bourlière, et en qualité de suppléant Mme Linda Hallyday et M. Stéphane Dupont-Loup. Et pour la commune d'Aumônièreville, de désigner M. Pascal Dardenne et M. Christophe Long en qualité de titulaire, et M. Martial Victorine et Mme Angina Dardenne en qualité de suppléant. Dans la mesure où nous sommes donc sur une désignation sur un scrutin secret, est-ce qu'il y a d'autres candidatures que celles que je viens de donner? Non. Donc nous allons on va voter 4 fois, une première fois pour le bloc des titulaires, une seconde fois pour le bloc des suppléants pour la première commune, et ensuite une première fois pour le vote des titulaires et une seconde fois pour le vote des suppléants pour la deuxième commune. Vous avez donc vos télécommandes, vous en avez 2 si vous avez un pouvoir. Donc normalement doivent apparaître maintenant à l'écran les modalités de vote. Donc, voilà, donc là nous sommes sur la commune d'Arancourt, donc on vote pour les titulaires, donc à savoir candidats Martial Delton et Rosa Bourlière. Donc si vous êtes pour, vous appuyez sur la touche 1 et vous validez. Si vous vous abstenez, vous tapez 777 et vous validez avec la touche OK. Si vous votez blanc, vous tapez 999 et vous appuyez sur OK. La prise en compte de votre vote est matérialisée par un OK qui reste affiché sur votre écran de télécommande. Donc je vous invite, mes chers collègues, à voter. Donc, nous sommes à 53 votants sur 75. Voilà, il faut absolument que vous ayez le mot OK qui reste affiché sur votre affichage. Hein. Il nous manque encore 3 votants. 2. Il manque encore 2 votants. Encore 1 votant. Je vais devoir clore le scrutin. Êtes-vous tous sûrs sur vos télécommandes d'avoir le mot OK qui apparaît? Parce que là, il me manque 1 votant. Donc, je clôt le scrutin donc à 74 votes. Et les résultats qui vont s'afficher.
Donc c'est nos réglages habituels de début de séance. Voilà, parfait. Donc, les résultats, nombre de votants 75, suffrages exprimés, enfin nombre de votants, pardon, 74, exprimés 70, majorité absolue 36, 5 abstentions. Monsieur et Madame Bourlière et Delton ont obtenu 70 voix et sont donc élus. Nous poursuivons maintenant avec les suppléants pour la commune d'Arancourt, à savoir Linda Hallyday et Stéphane Dupont-Loup, qualité de membres suppléants. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Non. Donc maintenant que vous êtes rodés, nous ouvrons donc le scrutin. Donc voilà, si vous votez pour les deux personnes, la touche 1 et vous tapez OK, pardon. 777 pour vous abstenir, 999 pour voter blanc. Et naturellement, le mot OK devant rester affiché sur vos télécommandes pour indiquer la bonne prise en compte de votre vote. Alors, on a encore un écart de 1 et je me demande si toutes les télécommandes ont bien été distribuées. Oui, donc voilà. Donc en fait, il y a un problème dans le paramétrage. On est sur 74 votants. Bon, ceci étant, ça ne remettra pas, on modifiera le précédent. C'est ce qui explique pourquoi on arrive toujours avec ce delta d'une voix. Donc on va pouvoir clore le scrutin. Donc voilà, donc nombre de votants, normalement ce sera 74, 74 votes, exprimés 70, majorité absolue 36, 5 abstentions, ont obtenu donc 70 voix. Monsieur Dupont-Loup et Madame Hallyday et sont donc élus. Nous poursuivons maintenant avec les titulaires pour la commune de Monnerville. Il vous est donc proposé de désigner Monsieur Pascal Dardenne et Monsieur Christophe Long. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Je vous laisse peut-être mettre le nombre de votants et puis ensuite lancer le vote. C'est bon pour vous? Alors, donc, on va pouvoir lancer le vote. Donc, c'est parti. Donc, touche 1 si vous votez pour les deux personnes candidates, 777 si vous vous abstenez, 999 si vous votez blanc. Et le mot OK devant rester affiché. Il nous en manque. C'est parfait. Nous pouvons clore le scrutin. Donc 74 votants, 64 votes exprimés 70, majorité relative 36, abstention 4, pas de blanc. Donc Monsieur Dardenne et Monsieur Long sont élus à 70 voix. Et enfin, nous terminons avec les suppléants, toujours pour la commune de Monnerville, avec donc Martial Victorine et Angelina Dardenne en candidat. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non, je vous propose donc de passer au vote. Touche 1 si vous votez pour ces deux candidats, 777 pour vous abstenir, 999 pour voter blanc. Et le message devant rester affiché sur votre télécommande. Il nous manque un votant.
Est-ce que vous pouvez tous vérifier vos télécommandes parce qu'il nous en manque un? Que vous avez bien le mot OK qui reste affiché. Merci. Le scrutin est donc clos. Le résultat des votes. Donc 74 votants, 74 votes, exprimés 70, majorité absolue 36, abstention 4, pas de blanc. Donc Monsieur Martial et Monsieur Victorine et Madame Dardenne ont obtenu 70 voix et sont élus. Ceci clôt donc le point numéro 1. Nous pouvons poursuivre avec la désignation d'un représentant de notre agglomération auprès du comité consultatif du commerce de la commune d'Étampes. Il vous était rappelé dans la note de synthèse que par délibération en date du 16 décembre 2020, la commune d'Étampes a créé un comité consultatif du commerce et défini sa composition. Ce comité a vocation à associer et à consulter des représentants des commerces par rapport aux projets et aux décisions de la commune dans les domaines les concernant. Il pourra, ce comité, être saisi à l'invitation du maire d'Étampes sur tout projet communal impactant les commerces et les artisans. Notre agglomération étant compétente en matière de développement économique, le conseil municipal d'Étampes a souhaité qu'un représentant de notre agglomération puisse siéger au sein de ce comité consultatif, lequel comprend également les membres suivants, donc le maire d'Étampes, comme rappelé, président du comité, 2 élus du conseil municipal d'Étampes, un conseiller régional, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat, un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie, un représentant d'une association du centre-ville, des commerçants et artisans d'Étampes, un producteur ou une AMAP, et toute autre personne qualifiée qui peut être sollicitée à titre consultatif par le maire. Donc, il nous revient de désigner un délégué. Est-ce que j'ai une ou plusieurs candidatures? Donc, j'ai Monsieur Mejri, j'ai Madame Binet-Dezer. Ai-je d'autres candidatures? Monsieur Desnoux. D'autres candidatures? Non. Donc le temps que le scrutin soit renseigné, puisqu'on est toujours sur du scrutin secret, pour que vous puissiez avoir les numéros correspondant aux 3 candidats. Donc je répète, Monsieur Mejri, Madame Binet-Dezer et Monsieur Desnoux, candidats pour représenter notre agglomération auprès du comité consultatif du commerce de la commune d'Étampes. C'est bon pour vous? Eh bien, je vous propose donc d'ouvrir le scrutin. On fera le suppléant après. Donc, vous tapez 1 pour Monsieur Mejri, 2 pour Madame Binet-Dezer, 3 pour Monsieur Desnoux, 777 pour vous abstenir, 999 pour voter blanc. Et c'est dans ce genre de situation où nous allons apprécier le vote électronique. Encore un votant. Vérifiez bien que vous avez tous le mot OK sur votre télécommande. Il m'en manque encore un. Merci. Le scrutin est clos. On affiche les résultats. Déjà, on adorait. Voilà. Donc, nombre de votants 74. 74 votants. Exprimés 72. Majorité absolue à 37. 2 abstentions ont obtenu. Monsieur Jérôme Desnoux, 35 voix. Monsieur Mehdi Mejri, 25 voix. Madame Binet-Dezer, 12 voix. Il n'y a donc pas de majorité. Il faut procéder à un second tour. Est-ce que tout le monde maintient sa candidature? Oui. Donc, je vous propose d'ouvrir le scrutin pour le second tour. Donc, le second tour est ouvert. Donc, 1 pour M. Mejri, 2 pour Mme Binet-Dezer, 3 pour M. Desnoux, 777 pour vous abstenir, 999 pour voter blanc. Et vérifiez bien, et désolé pour le martelage, que vous avez le mot OK qui demeure affiché sur vos écrans.
Encore 2 votants. Enfin, 2 votes peut-être d'ailleurs. Est-ce que tout le monde a bien OK sur sa télécommande? Il en manque 2. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Vous devez avoir le mot OK qui demeure affiché sur votre écran, sinon c'est que... Parfait. On peut clore le scrutin et afficher le résultat. On va partir sur un 3e tour. Donc, votant 74 votes, exprimés 72, majorité absolue 37, une abstention, un vote blanc ont obtenu. Monsieur Desnoux, 33 voix. Monsieur Mejri, 26 voix. Madame Binet-Dezer, 13 voix. Est-ce qu'un candidat souhaite retirer sa candidature? Non, nous partons sur un 3e tour. Vous savez qu'au 3e tour, c'est la majorité relative qui suffira. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné élu. Nous pouvons donc procéder à ce 3e tour de vote et rouvrir le vote. Donc, vous tapez 1 pour voter pour M. Mejri, 2 pour Mme Binet-Dezer, 3 pour M. Desnoux, 777 pour vous abstenir, 999 pour voter blanc. N'oubliez pas de valider et de vérifier que le mot OK demeure affiché sur votre télécommande. C'est parfait. On peut donc afficher les résultats. Donc, 74 votants, 74 votes, exprimés 73, majorité absolue 37, une abstention. Donc, au obtenu, M. Jérôme Desnoux, 36 voix, M. Bédé-Mejri, 26 voix, Mme Binet-Dezer, 11 voix. M. Jérôme Desnoux est donc élu en qualité de représentant de notre agglomération au sein du comité consultatif du commerce de la commune d'Étampes. Nous devons également... Donc, si j'ai bien compris, il y avait... Il n'y a qu'un titulaire, moi je ne vois pas de suppléant. Hein. Non, c'était qu'un titulaire. Donc, le point numéro 2 est adopté. Nous poursuivons avec le point numéro 3, l'approbation de la modification des statuts du syndicat des eaux du Plessis-Saint-Benoît. Alors, on vous rappelait dans la note portée à votre connaissance que le syndicat des eaux du Plessis-Saint-Benoît a pour objet, comme son nom l'indique, la distribution d'eau potable sur un périmètre qui recoupe aujourd'hui 5 communes, à savoir Othon-la-Plaine, Boutervilliers, Mérobert, Plessis-Saint-Benoît et Richardville. Notre agglomération, vous le savez, est compétente en matière de distribution d'eau potable depuis le 1er janvier 2020 et à ce titre, elle a remplacé par substitution les communes de son territoire, à savoir 4, au sein de ce syndicat. De fait, la nature juridique du syndicat, composé désormais d'un EPCI et d'une seule commune, évolue pour devenir un syndicat mixte dit fermé, qui nécessite par conséquent de modifier ses statuts pour être conforme à ce nouveau cette définition de syndicat mixte fermé. Donc, conformément aux articles dont je vous fais grâce, nous disposons d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui nous a été faite par le syndicat pour nous prononcer sur la modification statutaire qui est envisagée, laquelle, vous l'aurez compris, consiste à passer d'un syndicat mixte ouvert à un syndicat mixte fermé. Telle est la délibération soumise à votre approbation. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce point? Oui, Monsieur Villatte, en prenant le micro, s'il vous plaît. Une simple remarque. 6 communes, vous y ajoutez Saint-Escobille. Eh bien, oui. On y ajoute Saint-Escobille, effectivement. S'il y a eu un oubli, on va l'ajouter. Donc, ça fera donc 5 communes de notre agglomération membres du syndicat et une extérieure, à savoir Richardville. Moyennant cette remarque qui est prise en compte, est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, je vous propose donc de passer au vote et d'ouvrir le scrutin. Donc, si vous êtes pour la touche 1, OK. Contre, touche 2, OK. Abstention, 3. Ne prend pas part au vote, 4. Et alors là, petite subtilité vu qu'on est en scrutin public, la prise en compte de votre vote se matérialise par un petit OK qui apparaît cette fois-ci en haut à droite de votre écran. Oui, c'est ce qui vous... Alors, cette petite subtilité vous permet de savoir que vous êtes là en scrutin public, puisque d'ailleurs, votre choix demeure affiché, à l'inverse d'un scrutin confidentiel, où il n'y a que le mot OK qui apparaît, et où on n'a d'ailleurs pas le tableau, comme vous le voyez devant, où on est en capacité de savoir qui vote quoi.
Donc, il me manque encore 3 votants. Est-ce que tout le monde peut vérifier qu'il a bien à la fois le choix de son vote qui demeure affiché? Parfait, 74 votants. On peut clôturer le scrutin. Donc, on a obtenu... Hop. Voilà, donc 74 votants, 74 votes, exprimés 70, ce qui veut dire donc pour à 70, puisqu'on a 4 abstentions. Donc, la modification des statuts est approuvée. Nous poursuivons avec la convention fixant les conditions financières et patrimoniales relatives au retrait de 11 communes du SICTOM de la région d'Auneau. Je cède la parole à Monsieur Dionnet. Merci Monsieur le Président. Donc ici, comme vous le savez, la communauté d'agglomération de Tampouas Sud-Essonne est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. À ce titre, elle représente la commune d'Angerville auprès du SICTOM d'Auneau. Donc, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé donc, en janvier 2018 l'extension du périmètre de la communauté d'agglomération de Chartres Métropole, réduisant ainsi le périmètre du SICTOM de la région d'Auneau. Donc, des négociations ont été menées avec les 11 communes précitées pour fixer conventionnellement les conditions financières et patrimoniales de sortie du périmètre du SICTOM d'Auneau. Donc, les assemblées délibérantes des membres du SICTOM d'Auneau doivent ainsi délibérer. Donc, on peut regarder simplement la note qui vous était jointe. Donc, ça doit être carrément la convention. Donc, où il est précisé de quoi il retourne et les enjeux financiers. En synthèse, donc, le montant d'actifs repris par Chartres Métropole au titre des 11 communes est de 123 000 euros, etc. Le montant du résultat net affecté aux 11 communes est transféré à Chartres d'un montant de 30 000 euros. Et enfin, le montant de bacs et de colonnes pour le verre a versé du SICTOM à Chartres Métropole est de 13 000 et quelques euros. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions donc, sur cette convention soumise à votre approbation? Non, je vous propose donc de passer au vote et par conséquent d'ouvrir le scrutin. Touche 1 si vous êtes pour, touche 2 si vous êtes contre, touche 3 pour vous abstenir, 4 pour ne pas prendre part au vote. En vérifiant que votre choix demeure affiché avec le petit OK en haut à droite de votre télécommande. Et arrivée de Monsieur Guénaïm. Bonsoir monsieur. Vous avez votre télécommande? Monsieur Guénaïm, on vous a donné une télécommande ou pas? Il faut la récupérer, comme ça vous pourrez voter au point suivant. Je vous en prie. Donc il nous manque encore 4 votants. Encore 3. Merci de vérifier que vos votes s'affichent bien sur vos télécommandes. Il m'en manque encore 3. Est-ce que tout le monde a bien... Sinon, on peut peut-être afficher ceux dont il nous manque les votes, comme on le faisait lors des précédentes séances. Il me manque 2 votants. Non, à mon avis, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Remettez le tableau principal, parce que je crois qu'on doit avoir les 74 qui ont dû arriver. Voilà. On peut clôturer. On répétera sur les affichages. Et donc, me donner le résultat, s'il vous plaît. Il faut que vous fermiez le vote, je crois. Merci, 74 votants, 74 votes, exprimés 70, 4 abstentions, donc pour à 100% l'adoption de la convention financière de retrait. Nous poursuivons avec l'adhésion au service commun marché public et affaires juridiques entre l'agglomération et ses communes membres avec un premier avenant à la convention cadre et je cède la parole à Monsieur Dionnet. Bon, pour ce 5e point, comme vous le savez, donc en juillet 2019, le Conseil communautaire a approuvé la création d'un service commun marché public et affaires juridiques. Afin de simplifier donc, les démarches de passation de marché public avec les communes du territoire, une convention d'adhésion au service commun, donc marché public et juridique, a été mise en place. Cette dernière précise les modalités d'organisation du service, mission, composition, gestion, conditions de participation financière, et c'est le point le plus important de ce soir. Donc initialement, dans l'article numéro 4, il était précisé que les frais liés à l'adhésion et à la publication sur le portail du profil acheteur, ainsi que ceux afférents à la publicité obligatoire des marchés, resteront à la charge des collectivités qui devront régler en direct les fournisseurs des prestations.
Donc, or, à ce jour, on se rend compte que la volumétrie des achats de l'agglomération permet d'obtenir des coûts inférieurs. Et donc, l'objectif, tout simplement, c'est de modifier cet article numéro 4 pour pouvoir bénéficier des tarifs, on va dire, que l'agglomération arrive à avoir compte tenu de la volumétrie. Et donc, les deux chiffres à retenir, c'est de passer d'un prix à 90 € hors taxe à 34. Donc, la modification qui est proposée et vous a été jointe dans l'avenant numéro 1, qui précise, je l'ai souligné, donc qui précise que pour les procédures adaptées, donc on parle bien de ça, remboursement unité de publication consommée sur le pack forfait global commandé par l'agglomération. Donc c'est ça la grosse nuance et la grosse différence et un impact financier à l'avantage de l'ensemble des communes qui bénéficient ou qui veulent bénéficier de ce service. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions donc, sur ce premier avenant à la convention cadre relative aux services communs, marché public et affaires juridiques entre notre agglomération et les communes qui y ont adhéré? Non. Eh bien écoutez, je soumets donc à vos votes cette proposition. Nous pouvons ouvrir le scrutin. Où normalement nous avons donc 75 votants, puisque M. Ganaïm est arrivé. Attendez, le scrutin n'est pas ouvert, c'est normal. Quand vous allez le voir à l'écran, c'est que ce sera bon. C'est bon? C'est parti. Donc, touche 1 si vous êtes pour, touche 2 si vous êtes contre, 3 pour vous abstenir, 4 pour ne pas prendre part au vote et vérifier que votre vote demeure affiché avec le petit bouton, le petit message OK en haut à droite indiquant la bonne prise en compte de votre vote. Il me manque un votant. Parfait, nous pouvons clore le scrutin. Et je crois pouvoir dire, du coup ça va aller plus vite, qu'à l'unanimité, le point est adopté. Je vous laisse l'afficher. Ah, et puis je vous laisse brancher votre PC. Non, il faut clore votre... Vous avez oublié de clore le scrutin. Bon, on poursuit. Le point suivant donc, concerne le projet de la signature du projet de territoire. Donc, comme il vous était rappelé également dans la note de synthèse, une convention partenariale pour un projet social de territoire, un PST, de notre agglomération a été signée le 19 octobre 2018 en lien avec la Caisse d'allocation familiale, le département de l'Essonne et la Mutualité sociale agricole. Ce PST s'inscrit dans la continuité du DSL, le diagnostic social local, qui avait été réalisé en 2017 sur le territoire des 22 communes de l'ex-canton de Méréville et qui a ensuite été étendu à l'ensemble des communes de notre agglomération. Il a ainsi il a plusieurs objectifs. Le fait d'organiser concrètement l'offre de services d'action sociale sur l'ensemble du territoire et ce de manière structurée, priorisée et adaptée aux besoins locaux. Il doit également favoriser le développement et l'adaptation des équipements et des services aux habitants, ainsi que l'accès aux droits et l'optimisation des interventions, je pense, des différents acteurs. Dans la continuité du DSL, donc les groupes de travail ont été mis en œuvre pour l'élargissement au territoire depuis donc 2019. Ce fruit a permis de dégager plusieurs éléments diagnostiques, à savoir déjà qu'entre 2016 et 2021, l'évolution démographique de notre territoire se traduit par un solde naturel positif, c'est-à-dire plus de naissances que de décès.
De plus, ce sont les jeunes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 60 ans qui ont le plus augmenté sur notre territoire. On relève par ailleurs une part importante des allocataires habitant notre agglomération, qui sont souvent des personnes seules ou des familles monoparentales. On a aussi une part importante des jeunes de 3 à 11 ans et de 12 à 24 ans, qui sont situés sur les communes d'Étampes, d'Angerville, de Morigny-Champigny, du Mérévillois, de Pucet, de Saclay et de Brière-les-Cellés. On constate également que les allocataires de bas revenus sont situés en majorité sur les communes d'Étampes, d'Angerville et du Mérévillois. On peut également constater que l'espérance de vie pour les hommes et les femmes est inférieure aux moyennes nationales et départementales. On constate également en élément saillant que de ces constats, donc 4 axes prioritaires ont été déterminés et validés par les instances qui composent aujourd'hui ce PST, à savoir adapter et développer les réponses offertes aux enfants de 0 à 12 ans, s'engager dans une politique en faveur de la jeunesse, agir en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle et lutter contre les inégalités sociales, et favoriser le développement d'une offre de prévention santé. Ensuite, donc, sur la base de ces axes, les personnes intéressés ont participé donc au développement de plans d'action déclinés en 4 axes. Le premier axe donc, prévoit de développer les équipements petite enfance, de déployer les moyens de communication sur les atouts de l'accueil individuel, de créer un réseau partenarial de la petite enfance et de l'enfance, de développer des actions hors les murs et de soutien à la parentalité, de développer des projets dans le cadre du REAGE, du réseau d'écoute et d'appui d'accompagnement du REAP et des parents. Pour l'axe 2, il est proposé donc de déployer davantage la boussole des jeunes, d'engager une conception, animation et d'un déploiement de supports d'information par et pour les jeunes, de développer la fête du partage, de mettre en œuvre la conception d'une offre hors les murs à destination des jeunes et d'organiser des cafés de parents itinérants. Le troisième axe s'intéresse à la mise en œuvre d'une offre de santé sociale hors les murs, à favoriser l'accès au numérique, à mettre en place des rencontres interpartenariales, à mettre en place un forum de l'insertion emploi et des rendez-vous vers l'insertion et l'emploi, à mettre en œuvre la charte des solidarités avec les aînés, à déployer l'information sur l'offre mobilité du territoire. Et le dernier axe, le quatrième, s'attachera à coordonner et à développer les différentes actions handicap sur le territoire, à mettre en œuvre le contrat local de santé, à mettre en œuvre une semaine de prévention sur l'usage des écrans et enfin le déploiement de formation à l'attention des professionnels sur les différentes addictions. Ce PST donc, a été finalisé fin d'année 2020. Il a été validé par le comité de pilotage stratégique du 9 décembre dernier. Il a également été présenté à la 3e commission le 17 décembre dernier. Donc ce soir, le but, c'est de valider ce PST et de pouvoir ensuite, en lien avec la 3e commission, mettre en œuvre donc, des bilans d'étape sur le déploiement opérationnel, parce qu'aujourd'hui, donc, on a bien ces éléments extrêmement précis. Il restera en lien avec les différents acteurs à arrêter les clés de répartition, notamment budgétaires, à les affiner, à voir quelle ambition, parce que vous vous doutez bien que tout ne va pas pouvoir être déployé en même temps et d'un seul tenant, donc quelles ambitions, quelles priorités sont données. Et je crois que le rôle de la 3e commission sera aussi d'avoir des points réguliers et de pouvoir interroger, voire amender ou faire des propositions sur la mise en œuvre de ce PST qui, je le rappelle, donc, a été le fruit d'un partenariat, surtout des équipes de la CAF, de la MSA, du département et de l'agglomération, donc de nos équipes. Je dirais que nous, au comité de pilotage, quand on était réunis, je représentais l'agglomération et chacune des instances était représentée à son plus haut niveau, mais on a surtout, je dirais, fait confiance au niveau du travail proposé par les différents acteurs. Alors, ça va au-delà des personnes que je citais, puisque lorsque des communes étaient dotées de structures, je pense en termes de jeunesse, elles ont naturellement été invitées dans les groupes de travail en question pour pouvoir donner leur vision, participer, différents acteurs sociaux du territoire, associations aussi, je pense sur nos aînés ont pu être associés aussi. Voilà, j'essaye de vous faire le résumé de ce PST qui vous a été présenté donc le 17 décembre dernier et plutôt laisser la place au débat et aux questions, mais tout en restant naturellement à la disposition de chacun d'entre vous s'il y avait des précisions à apporter et si j'étais naturellement en capacité de le faire. Mais l'enjeu étant plutôt d'ouvrir à vos réflexions et à vos observations avant de passer donc à l'adoption de ce PST et par conséquent à m'autoriser à le signer, ce qui déclenchera ensuite donc la mise en œuvre des accompagnements à déterminer et des clés financières à arrêter avec les différents partenaires et ce point d'étape en 3e commission, ce rendez-vous d'étape à organiser avec les élus membres de cette commission.
Est-ce qu'il y a des remarques ou des interventions donc, sur cette présentation? Je n'ai pas voulu trop longue, mais encore une fois, on peut tout à fait entrer en détail. Monsieur Hilaire, est-ce qu'il y aura d'autres prises de parole? Non, que Monsieur Hilaire? Monsieur Hilaire, la parole est à vous. Oui, bonsoir chers collègues. Je tenais à intervenir et notamment sur ce document donc pour partager l'idée qu'effectivement il est de qualité parce que ça nous donne quand même quelques données qui permettent d'avoir une visibilité claire de la situation sociale sur le territoire. Donc je trouve que le document il est riche en cela. Mais il y a quelques points, enfin vous en doutez sûrement, qui pêche un petit peu dans le sens où effectivement, enfin, moi j'ai lu les actions et sur l'ensemble des axes, en fait, je pense que personne ne peut être en désaccord avec l'ensemble des axes qui ont été développés et les actions qui ont été développées. Parce que si on explique par exemple développer les équipements petite enfance, bon, je pense que tout le monde va être d'accord que oui, il faut les développer, sauf que ça, je pense que ça fait... J'ai lu tous ces points-là et ça fait plus une liste à l'après-vert, entre guillemets, de ce qu'il est possible de faire, mais sauf qu'en face, on n'a pas ni les budgets, ni comment ça va être mis en place. Et de ce côté-là, ça nous interpelle. Ensuite, il y a des données qui sont quand même assez intéressantes et qui reviennent assez souvent. Et notamment, donc ça donne par exemple à voir que 51% de la population de la CAESE bénéficie, entre guillemets, des aides de la CAF de l'Essonne. Donc c'est quand même assez important. Enfin, je pense que c'est un chiffre qui n'a pas été donné dans l'Assemblée, mais que chacune et chacun peut voir en fait l'ampleur justement de l'intervention de la CAF et des services sociaux sur le territoire. En 2017, ça faisait 1819 bénéficiaires de minima sociaux, 1353 quand même sur Étampes, donc majoritairement sur Étampes. Et le rapport fait mention notamment d'une paupérisation des familles qui impacte le budget loisir. Alors il y a une question qui se pose dans le rapport, c'est de savoir est-ce que oui ou non finalement la tarification qu'on a votée ces dernières années a modifié les comportements ou non. Il y a une analyse, donc ça sera intéressant de suivre le résultat de ça. Et on part du principe aussi que sur beaucoup de thèmes et beaucoup d'axes programmatiques, on s'aperçoit que les jeunes ont des problèmes de mobilité. Bon, ça c'est pas nouveau, hein. Dans le territoire, les problèmes de mobilité, je pense que, même je pense pour les plus anciens élus qui sont là, vous avez dû voir défiler les rapports. Moi, c'est pas le premier que je vois depuis 2014 qui montre cette problématique-là. Et pour autant, à mon sens, il faut, dès qu'on le peut, soutenir toutes les initiatives, parce que les initiatives nationales, et pourquoi je parle d'initiatives nationales? Parce que beaucoup de problèmes qui sont mentionnés dans ce rapport ne peuvent pas se régler localement. C'est souvent des sparadraps sur une jambe de bois. Et je vais prendre un exemple simple. Donc le permis. Avant, on avait le service militaire où l'ensemble, on va dire, des jeunes le passaient à ce moment-là. Et souvent, même des fois le poids lourd et ainsi de suite. Aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse qui est confrontée à sortir 1300, 1500, 1600 euros pour passer un permis, avec, comme c'est mentionné dans le rapport, des parents qui sont en difficulté face à ça, et surtout le développement des familles monoparentales, qui là, c'est plus un phénomène d'actualité et contemporain, qui se développe et qui mettent en difficulté un nombre de familles croissant. Mais il y a aussi, par exemple, si on le voit, et c'est, je pense, accentué par le Covid aujourd'hui, c'est le fait du déplacement de population avec des néo-ruraux qui ne s'intégreraient pas non plus dans les territoires ruraux. Bon, moi je vous répondrai bien de la même façon, avec une politique nationale, c'est la réduction du temps de travail. Parce que localement, malheureusement, les temps de transport, ils sont contraints. Tout le monde, ceux qui vont travailler en région parisienne et qui redescendent jusque dans nos territoires, c'est que la plupart du temps, non seulement ils n'arrivent pas à se loger parce qu'il y a une pression foncière, une pression immobilière, et le prix de l'immobilier n'arrête pas de monter et de grimper, ou tout simplement juste sur la pression locative qui font que de plus en plus sur le territoire, à Étampes c'est très contraint aussi, et même sur nos territoires, ils descendent des fois beaucoup plus, et jusque dans le Loiret. Il y a aussi un autre phénomène qui je pense, est lié avec le manque de prévention qu'on a sur le territoire, avec le manque de généralistes et de spécialistes, qui est aussi mentionné dans ce rapport-là, mais il faut aussi le nommer. L'ancien
président, et je lui en fais pas grief, Monsieur Colombani, on a été habitué par le passé à déshabiller Pierre pour habiller Paul ou Jacques, ou qui on voudra finalement, mais en tout cas, on trouvait des médecins qui fermaient leur cabinet en ville et puis qui se retrouvaient à l'hôpital, et puis on avait une collectivité qui expliquait qu'il y avait un nouveau médecin sur le territoire. Bon, bah, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas quand on ferme un cabinet en ville et qu'on se retrouve à l'hôpital qu'il y aurait une amélioration de l'offre de soins, et on le voit bien aussi. Et ça, du coup, rejaillit sur l'espérance de vie. Et là, je reviens là-dessus, où l'espérance de vie, ce qui est quand même juste incroyable, dans le département, on se retrouve avec une zone où notre agglomération se retrouve avec une espérance de vie en décalage par rapport au département, où avec les villes les plus impactées, et notamment l'espérance de vie les plus basses, donc c'est Étampes, 78 ans d'espérance de vie, Pucé 76, Monerville 73,5, Angerville 79,3. Donc bien sûr inférieur à la moyenne départementale, donc qui est de 82 ans, régionale 80,95 et nationale 80,9. Moi, ça m'interroge grandement sur justement l'impact social, on va dire, effectivement, de la paupérisation de la population. Je pense que c'est lié, mais pas que. Il y a, je pense aussi tous les intrants chimiques qui peuvent y avoir dans nos contrées, et ça, je le dis clairement là-dessus. Il ne peut pas y avoir qu'un manque de prévention, que ce soit sur le tabagisme ou l'alcoolisme. Il y a aussi tous les pollutions et toutes les nuisances qu'on peut avoir autour. Alors, c'est ce que je disais au départ. Il y a beaucoup d'objectifs, mais par exemple, pour favoriser l'accès au numérique, par exemple pour les jeunes, on pourrait très bien avoir des dispositifs structurants sur l'échelle de l'agglomération, et notamment avec le développement des Fab Labs. On l'avait exposé dans la campagne municipale à Étampes, mais ça pourrait très bien être repris ici aussi. Quid d'un centre de santé aussi géré par l'agglomération ou les départements, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut clairement prendre la mesure, et vous le savez aussi, je vous fais pas grief de ça, vous habitez le territoire, vous savez aussi la pression qu'il peut y avoir. Et l'accès aux soins qui, du coup, en découle est très compliqué. Donc, je finirai par vous dire qu'on va s'abstenir, parce que finalement, on pourrait faire exactement le même rapport, mais sans les moyens en face, on ne voit pas trop. Et même dans le ROB, qui est le point qui viendra après celui-ci, on n'en voit pas le lien, et notamment du côté des investissements et comment on pourrait répondre à ces problématiques. Alors après, comme je vous le dis, encore une fois, je le trouve très bien construit. Je pense qu'il aidera l'ensemble des équipes, et notamment de tous les acteurs, qui permettront justement de se coordonner et de mieux se lier. Parce que la plupart du temps, effectivement, tous les dispositifs qu'on peut avoir, c'est comme les nageurs, ils sont tous dans leur couloir d'eau. Et des fois, c'est aussi intéressant qu'ils arrivent à conjuguer leurs forces et faire en sorte qu'il n'y ait pas une dépense d'un côté qui en génère 3 ou 4 fois plus de l'autre par manque de communication. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, et vous l'aurez compris, puisque c'était le sens de votre conclusion, on est là sur un document qui a de l'ambition, mais qui va permettre et qui doit permettre avant tout déjà à ces acteurs qui parfois avancent, non pas qu'ils le souhaitent, mais parce que ce manque d'habitude ou cette non-habitude de partager régulièrement des diagnostics et des situations, donc les font avancer un peu en silo, et l'enjeu étant effectivement sur cette dimension de pouvoir ensuite de mettre à l'épreuve les plans d'action tels qu'ils ont été proposés. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir faire des points d'étape. On aura toujours effectivement à pouvoir les commenter, mais lors de la 3e commission. Merci pour cette intervention, et donc je vous propose maintenant donc de passer au vote pour me permettre donc de signer ce projet, d'approuver les axes prioritaires et le plan d'action, et de me permettre de signer ce projet social de territoire. Le scrutin est ouvert. 1 pour, 2 contre, 3 abstentions, 4 ne prend pas part au vote. Alors, il me manque encore 2 votants. 1. Est-ce que tout le monde peut vérifier qu'il a bien le numéro de son vote qui reste affiché sur sa télécommande, s'il vous plaît? Parfait, 75. On peut afficher donc les résultats. Le scrutin est clos. Donc, j'ai 71 pour, j'ai pas de contre et j'ai 4 abstentions. Le point est adopté. Nous poursuivons donc avec la réhabilitation du théâtre intercommunal d'Étampes et l'autorisation du dépôt du permis de construire, et je cède la parole à Monsieur Rouland.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire que l'agglomération est compétente en matière de programmation culturelle, notamment au sein du théâtre intercommunal d'Étampes. Ce théâtre est un exemplaire typique des théâtres à l'italienne à la mode au XVIIIe et XIXe siècle. Le bâtiment, dont certaines parties sont classées monuments historiques, a été construit par Gabriel Daviou. Même si la façade a été restaurée à 2 reprises en 1927 et en 2012, et si la première opération de restauration de l'édifice, rénovation des parquets, menuiserie, lustrerie, remplacement des mobiliers, etc., les sièges, les locaux techniques et de projection du ciné d'Étampes a été opéré en 1998. À l'intérieur est demeuré quasiment intact. Aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à la réhabilitation de l'aile arrière du théâtre. Après réalisation d'une première étude menée par la réhabilitation du logement du gardien en 2016, démontrant l'impact de ce projet sur les autres niveaux, la CEAESE a souhaité lancer une consultation de maîtrise d'œuvre en octobre 2018 afin d'établir un nouveau projet de réalisation complète de l'aile arrière du théâtre. À l'issue de cette consultation, le cabinet Aedificio a été mandaté pour mener cette étude, dont l'avant-projet a été réalisé et transmis en juillet 2019. En raison des changements d'organisation des services devant occuper l'aile arrière du théâtre, après remise des plans d'aménagement modifiés en indice B, la maîtrise d'ouvrage a demandé l'intégration de nouvelles modifications du projet. Le projet comprend le réaménagement des espaces de bureaux et de stockage du rez-de-chaussée. En deux, le réaménagement de l'appartement du gardien en espace de bureau au premier étage. Le réaménagement des loges au deuxième étage. Le remplacement des fenêtres de façade à l'identique et la création de baies pompiers pour la sécurité. À la suite de la remise et la validation des plans à l'indice C, le projet dossier de permis de construire a été réalisé en décembre 2020 par le maître d'œuvre. Et les travaux pourront commencer dans le second semestre en 2021 en fonction des délais du permis de construire. La prochaine étape consiste à déposer le permis de construire. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président de la CAESE de déposer le permis de construire pour la réhabilitation du théâtre intercommunal d'Étampes, d'autoriser Monsieur le Président à déposer toute autorisation nécessaire et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes afférents. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, on est là dans la suite de la rénovation des façades du théâtre qui ont eu lieu il y a quelques années. Et là, on est avec l'ancien appartement du gardien qui, pour ceux qui ont eu l'occasion, l'opportunité de le visiter, est dans un état... il est dans son jus, on va dire, plus un trou dans le plancher. Et donc, c'est l'opportunité de pouvoir... le réaménager, le réinvestir et surtout d'offrir des locaux donc, à une partie de la direction des affaires culturelles en lien avec la programmation du théâtre et de pouvoir aussi remettre les loges du second étage aux normes. Aujourd'hui, vous avez 4 loges qui ne sont pas spécialement adaptées aux nouveaux usages, qui sont plutôt des loges dites simples avec des lavabos, vous avez l'absence de douche et d'espace suffisant. Donc ce réaménagement nous permettra aussi de pouvoir accueillir les troupes dans de meilleures conditions et d'être davantage conformes aux fiches techniques qui, vous savez, accompagnent toujours les programmations, fiches techniques par rapport aux besoins dits scéniques ou en matériel, mais également en termes d'accueil des acteurs. Voilà, donc ce qui vous est soumis pour pouvoir déposer donc, ce permis. Le montant total prévisionnel des travaux aujourd'hui avoisine les 462 748 € TTC. Sur lesquels une subvention dans le cadre du contrat départemental a été obtenue. Est-ce qu'il y a peut-être des interventions ou des questions ou des demandes de précision sur ce point? Madame Girardot, le micro est à votre gauche. Est-ce qu'il y aura d'autres prises de parole? Non. Madame Girardot, je vous en prie. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. J'aurais quelques questions techniques à poser à Monsieur Desmurs, qui a fort justement rappelé que... Alors non, c'est Monsieur Rouland. C'est M. Rouland, pardon, oui, qui a présenté le dossier, qui justement, qui a justement rappelé que c'était un théâtre à l'italienne assez unique en France, qui a été
construit au milieu du 19e siècle et ce qui était pour l'époque quelque chose qu'on ne revoit plus aujourd'hui uniquement par un impôt volontaire que les étampois ont payé. Vous voyez, ça a été uniquement par une contribution des étampois qui voulaient avoir leur théâtre. Et donc, là où je voulais arriver, c'est que quand nous avons fait, avec mon collègue Patrice Maître, la réhabilitation, donc en 1999, etc., une grosse réhabilitation, nous avons gardé exactement l'identique, nous avons reconstitué plutôt au niveau des couleurs, au niveau de l'aménagement, etc., l'identique de ce que le théâtre était au XIXe siècle. Est-ce que les travaux qui vont être faits vont être dans cette tradition ou est-ce qu'il y a des changements? Voilà, c'était ma question. Merci, je me permets de répondre. Donc, il faut savoir, Mme Girardot, que les logements du gardien ne sont pas classés et ne représentent aujourd'hui aucun caractère architectural. Alors c'est un ensemble. Je vous invite à venir visiter l'ancien logement du gardien, sauf à considérer que le papier peint des années 70, qui certes a son charme, revêt un caractère patrimonial. Ou des loges avec une surface carrelée tout à fait années 60 également peut avoir un caractère patrimonial. Aujourd'hui, on est avec des aménagements qui avaient été faits dans cette partie en leur temps, qui n'est pas classée et qui par conséquent ont depuis bien longtemps effacé toute trace historique des aménagements. Vous savez aujourd'hui, tout comme moi, que la machinerie aujourd'hui est protégée, tout comme la salle, tout comme les façades, mais cette partie-là ne l'est pas, et aujourd'hui, il n'y a rien à préserver, ni rien à reconstituer, puisque ça fait maintenant des années que le logement est dans cet état, donc je dirais qu'on lui donne une nouvelle affectation pour qu'il en ait une, parce qu'aujourd'hui, vous avez des locaux qui ne servent plus en premier étage, permettre aussi d'avoir une meilleure organisation du rez-de-chaussée, qui aujourd'hui n'est absolument plus adaptée, à la fois pour nos régisseurs qui ne travaillent pas dans des conditions exceptionnelles à ce niveau-là pour pouvoir stocker, et donc c'est ce que prévoit ce projet. Il ne s'intéresse, ce projet, j'insiste, qu'à l'aile arrière du théâtre. Nous ne touchons à rien d'autre. Ce n'était pas une critique, c'était une demande de précision. Prenez pas comme une critique. Je l'explique, c'était une demande de précision. Et je viens de vous l'apporter, Madame Vous comprenez bien que nous sommes Girardot. attachés à ce théâtre en tant que commune d'Étampes, que mon collègue Patrice Maître, quand il en a fait la réhabilitation, avait, avec l'architecte du bâtiment France, etc., pris tout à fait, toutes en les sa qualité de précautions, vice-président à l'agglomération, et ces projets qui étaient portés par l'agglomération. Et que simplement, comme je n'ai pas eu la chance de pouvoir voir un petit peu le projet, je demandais... Je me tiens à votre disposition pour vous le présenter et vous faire visiter les lieux. Je vous en prie. La façade arrière du bâtiment va rester à l'identique, puisque les fenêtres vont être restaurées avec un double vitrage, bien sûr, et seulement la fenêtre qui sera une issue de secours qui est demandée par les pompiers. Mais sinon, ça va rester à l'identique. Merci beaucoup. Je vous propose donc de passer au vote pour m'autoriser donc à déposer ce permis de construire pour la réhabilitation de l'aile arrière du théâtre. Je n'ai plus d'écran me concernant. Je ne sais pas si vous en avez vous concernant. Voilà, parfait. Donc, si vous êtes pour la touche 1, contre 2, 3, abstentions 4, vous ne prenez pas part au vote. Et n'oubliez pas de vérifier que votre vote reste affiché, que le petit mot OK apparaît en haut à droite de votre écran. Merci, donc 75 pour, à l'unanimité, la délibération est adoptée. Nous poursuivons avec le point numéro 8 qui concerne l'adhésion à la procédure d'achat groupé de fourniture d'électricité gérée par l'UGAP, et donc je cède la parole à Monsieur Desmurs. Merci Monsieur le Président. Donc suite à la disparition fin 2015 des tarifs réglementés de l'électricité pour les sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, c'est-à-dire les compteurs jaunes et verts, ou verts, et depuis fin 2019 pour les sites dont la puissance est inférieure à 36 kVA, pour l'ensemble des structures privées et publiques de plus de 10 personnes à compter du 1er janvier 2021, la CAES se doit de procéder à la mise en concurrence des opérateurs économiques fournissant de l'électricité. C'est pour cette raison que cette délibération a pour but d'adhérer à la procédure d'achat groupé de fourniture d'électricité gérée par l'UGAP. L'UGAP, c'est une centrale d'achat publique. Cette centrale regroupe 6 000 bénéficiaires, 115 000 sites et plus de 8 milliards de kilowattheures. Donc l'accord cadre est prévu pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Et donc il n'y a pas de participation financière pour le lancement de la procédure. Le marché est estimé à peu près à 80 000 € hors taxes, 40 000 en compteur vert, supérieur à 36 kVA
et 40 000 inférieurs à 36 kVA. Voilà, simplement une centrale d'achat qui est spécialisée dans ce genre d'opération. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions donc, sur ce point et cette adhésion soumise à votre approbation? Monsieur Hilaire, est-ce qu'il y aura d'autres interventions? Non. Eh bien, Monsieur Hilaire, la parole est à vous. Oui, juste une remarque, chers collègues, sur le fait, enfin l'impact de la loi NOM notamment, qui a été votée en 2010. Et pour faire un petit bilan, parce que moi j'ai vu ce que ça avait donné sur Étampes, notamment en termes d'augmentation du prix et du coût de l'énergie. Alors mes collègues des Étampois ne sont pas responsables de ça. Ceux qui sont responsables de ça, c'est ceux qui ont soutenu à l'époque le président Nicolas Sarkozy avec M. François Fillon. Et donc la loi NOM a été passée à ce moment-là, a abouti pour les particuliers à une augmentation du tarif. Je vous le rappelle toutes et tous pour que vous l'ayez en tête, et ça a fait quand même débat dans les médias il y a quelques mois déjà, à l'occasion de l'augmentation en janvier, des tarifs en janvier, une augmentation de 50% du prix de l'électricité, alors que justement la mise en concurrence devait permettre, et la sortie justement du tout public devait permettre de baisser les tarifs. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fait l'inverse et le contraire, c'est-à-dire une augmentation de 50% du prix de l'électricité. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez pris, au niveau de l'agglomération, justement, pris en compte cette augmentation-là dans les budgets ou prévisionnels. Je vois bien que vous passez par l'UGAP parce que vous estimez que, effectivement, l'échelle, et plus on va acheter en gros, et mieux, on aura une meilleure capacité de négociation face aux énergéticiens et aux revendeurs. Pour autant, je voulais savoir si vous aviez anticipé ça dans les budgets, une augmentation particulière, et si vous aviez déjà un retour peut-être d'autres collectivités ou de l'UGAP justement pour peut-être nous rassurer sur l'augmentation qui ne sera pas si importante que ce qu'on a pu connaître à Étampes il y a 2 ou 3 ans. Je vous remercie. Alors non, nous, on n'a pas mis de provision pour une augmentation sur les tarifs d'électricité pour la bonne et simple raison, et votre intervention le soulignait, c'est que le but de passer avec l'Union, avec l'UGAP, c'est de bénéficier d'avoir un effet masse et par conséquent de ne pas subir les quelques difficultés qui suivent parfois le passage d'un tarif réglementé à un tarif qui ne l'est plus, avec des procédures aussi, et je pense que c'est là l'intérêt de passer via l'UGAP, des procédures de mise en concurrence qui sont extrêmement, précises, complexes, parce que l'analyse des offres pour une consultation sur les tarifs en électricité, je ne vais pas dire relève d'une compétence bien particulière, mais presque. On en est parfois à vouloir, si on veut être en capacité de vraiment comparer, de voir presque s'adjoindre l'assistance d'un AMO, tant on est sur un enjeu complexe. Et le fait de pouvoir passer en lien avec l'UGAP va pouvoir à la fois nous affranchir de cette procédure et aussi avoir la garantie par l'effet masse que nous souhaitons d'avoir les tarifs les plus concurrentiels compte tenu des éléments que M. Desmures vous rappelait, à savoir aujourd'hui l'UGAP au niveau des achats groupés, c'est 6 000 bénéficiaires. Et sur la partie d'énergie, on est quand même à 8 milliards de kilowattheures. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même là un gros client, si je puis dire, ou un ensemble de clients. Donc, on doit pouvoir espérer pour les plus de 115 000 sites que recouvre cette procédure d'achat groupé, avoir le tarif le plus concurrentiel. Bien, je vous propose... Oui, Monsieur Desmures, pour un complément. Oui, un complément d'information, simplement une petite expérience sur Méréville. On a à peu près, paradoxalement, à peu près les mêmes consommations d'électricité au niveau des établissements publics. J'ai lancé un premier appel d'offres avec un AMO effectivement infructueux. Une réponse, même pas l'opérateur que vous avez tous en tête n'a même pas répondu. Je viens de lancer un deuxième appel d'offres, une réponse. Et là, je me pose vraiment la question pour adhérer effectivement à l'UGAP au sein de ma collectivité. Voilà. Merci. Je vous propose donc de passer au vote pour permettre à notre agglomération d'adhérer à cette procédure d'achat groupé de fourniture d'électricité gérée par l'UGAP. Touche 1 si vous êtes pour, touche 2 si vous êtes contre, 3 pour vous abstenir, 4 pour ne pas prendre part au vote. Il nous reste 2 votants. Encore un.
75, donc 75 pour à l'unanimité, la délibération est adoptée. Nous poursuivons avec le contrat de ville et la programmation 2021, les subventions aux associations pour la partie agglomération. Comme vous le rappelez, la note de synthèse et conformément au protocole des engagements réciproques renforcés, le contrat de ville a été prorogé pour 2 années, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Le contrat de ville, je vous le rappelle, concerne uniquement la ville d'Étampes. Ce dernier permet ainsi d'étoffer le contrat de ville initial et rend plus opérationnelle la place de chaque partenaire dans ce dessin de cohésion sociale. Alors chaque année, plusieurs associations, puisque ce n'est pas la première fois que cette délibération vous est soumise, plusieurs associations s'engagent auprès des habitants par des actions qui déclinent les objectifs stratégiques retenus. Le recrutement d'un chef de projet du contrat ville a permis à notre niveau de dépasser les contraintes liées au contexte sanitaire pour aller justement mobiliser les associations et avoir des projets qui soient déposés. 15 associations ont déposé pas moins de 21 actions différentes. 7 de ces associations vont s'engager pour la première fois, donc c'est plutôt encourageant. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé d'orienter l'intégralité du budget sur les projets associatifs et d'équilibrer l'effort financier entre les partenaires engagés depuis longtemps et ceux qui insufflent une nouvelle dynamique. L'idée aussi étant, lorsqu'il y avait des projets qui étaient assez novateurs et présentés pour la première fois, lorsque, en lien avec l'État, il y a eu les arbitrages, ça a été de pouvoir les accompagner. Ainsi, 2 nouveaux porteurs de projets vont intégrer la programmation et c'est au total donc 5 nouvelles actions qui sont proposées à votre validation. Alors, dans la continuité des engagements de l'agglomération, le niveau de subventionnement 2021 a été maintenu. C'est un budget totalement d'origine ex nihilo, donc agglomération. Donc certes de 20 000 euros, mais uniquement agglomération. 40 projets au total ont été déposés, exception faite de la réussite éducative, du CLAS et du fonds participatif des conseils citoyens. Donc répartis de la manière suivante, 21 projets associatifs, 17 pour la ville d'Étampes et 2 pour les services publics de l'État. Le comité de programmation s'est réuni sous la présidence du sous-préfet le 12 février dernier et collégialement lors du comité, il a été écarté plusieurs projets non matures ou incompatibles avec le contexte sanitaire et des réserves ont pu être émises sur d'autres. Alors au regard des demandes qui ont été formulées par les porteurs de projets qui sollicitent des cofinancements dans leurs actions et auprès de l'agglomération notamment, il vous est proposé d'attribuer les subventions à 9 porteurs de projets tels que présentés donc dans la note de synthèse, à savoir donc 3 de plus que l'année dernière, serait ainsi proposé alors en reconduction avec le porteur Horizon, parcours de dynamisation et de remobilisation vers l'emploi, une subvention proposée pour l'agglomération à hauteur de 4 000 euros. Reconduction d'opération également avec le Théâtre des Châtaigniers pour l'action Prendre la parole en public, un outil d'insertion sociale, 2 000 euros de subvention de l'agglomération proposée. Reconduction également de l'accompagnement du collège de Guinette, excusez-moi, avec l'action L'école vecteur de promotion sociale, 1 500 euros de proposés. Reconduite avec l'association ODO pour le permis citoyen, 4 500 euros de subvention proposée. Nouvelle action avec le réseau d'échange réciproque, avec les RES 15 ans, 1 000 euros de subvention proposée. Reconduction avec la Petite Tortue pour un jardin partagé au cœur du quartier de la Croix de Vernaille à hauteur de 2 000 euros d'accompagnement. Nouvelle action pour Lumière dessinée avec l'action En route pour Festiprève, 2 000 euros de subvention proposée. Nouvelle action avec Opelia pour la prévention des conduites à risque et des addictions, 2 000 euros de proposés. Et nouvelle action avec Zoopines pour l'action Citoyenneté et Vivre Ensemble. Je crois que c'est handicap, je pense plutôt. Citoyenneté et Vivre Ensemble, handicap. 1 000 euros de proposés, soit un total donc de 20 000 euros. Voilà mes chers collègues, est-ce qu'il y a peut-être des interventions ou des demandes d'informations complémentaires? Madame Binet-Dezer, est-ce qu'il y aura d'autres interventions? Non. Madame Binet-Dezer, la parole est à vous. Merci, bonsoir chers collègues. J'ai 3 questions et une remarque. Alors, tout d'abord, sur l'ordre du jour, il était précisé que c'était donc le vice-président, M. Marlin, qui devait rapporter cette délibération. Et nous avons appris le 15 janvier dernier dans Étampes Info qu'il souhaitait démissionner de sa vice-présidence. Donc, on voulait savoir ce qu'il en était, s'il vous plaît. Deuxièmement, nous avons regretté qu'à cette délibération ne soient pas joints les demandes de subventions, les CERFA, ainsi que les bilans d'actions menées par les associations. Je pense que ce serait judicieux de les joindre la prochaine fois pour qu'on puisse tous correctement se positionner sur ces différentes subventions.
Alors nous, on les a demandés et du coup, on les a un petit peu épluchés. Et j'ai une question concernant l'association ODEO. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Cette association, en fait, réclamait dans sa demande de subvention 15 000 euros. Toutes les autres associations ont réclamé un montant de subvention que vous leur avez octroyé, mais celle-ci, vous proposez seulement 4 500 euros. Est-ce qu'on doit s'attendre à une clause de revoyure? Est-ce qu'il y aura besoin de réabonder en fait, dans cette subvention? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous n'avez pas abondé dans leur demande, à leur demande, pardon. Et une dernière remarque. Quand on regarde toutes ces actions formidables qui sont menées par ces associations, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces projets en fait, viennent pallier les manquements de l'État en matière d'accompagnement à l'emploi, de lutte contre le décrochage scolaire, l'inclusion des personnes porteuses de handicap. Et que tous ces besoins, en fait, il faut le faire remarquer, sont le résultat de politiques menées par nos précédents gouvernements et notre actuel gouvernement, qui a réduit fortement les budgets d'éducation nationale, j'en parle en connaissance de cause, du service public d'orientation, avec une tendance à vouloir privatiser en fait l'accompagnement des élèves en post-bac, la mise en place de Parcoursup, qui est un système qui présente bien des défauts, des injustices dans les algorithmes et l'attribution des vœux, et on voit que, par exemple, l'association ODEO le déplore et essaye de combattre cette conséquence de Parcoursup. Et j'attire l'attention de tous ici sur la cohérence de nos votes. Là, on vote pour des subventions pour justement pallier tous ces problèmes. Ce qui serait cohérent, ça serait de ne pas avoir cautionné et de ne plus cautionner ce genre de politique et de réduction budgétaire. Merci. Merci beaucoup. Alors je vais prendre les questions, je vais répondre aux questions dans le sens inverse, et je vais devoir faire appel à ma mémoire parce que j'ai beau retourner les documents tels qu'ils m'ont été présentés. Donc pour ODEO, effectivement, c'était 15 000 euros qui étaient demandés en tout, mais c'était pour 3 opérations, si ma mémoire est bonne. Il y a le permis citoyen. De mémoire, il y avait aussi une opération, une action culturelle, alors qui était à la fois sur les quartiers politiques de la ville, mais également sur le territoire, et pour lequel l'État n'a pas jugé opportun de suivre en l'état. Et un 3e projet pour lequel je m'engage à vous répondre, parce qu'en l'état, je ne l'ai plus en tête, mais les 15 000 euros n'étaient pas portés que sur le volet, je dirais, du permis, et sachant que l'enjeu était que l'enveloppe demeure bien affectée, puisque là on est vraiment sur les enveloppes politiques de la ville, donc à l'accompagnement politique de la ville. Donc il n'y a pas de clause de revoyure sur les budgets politiques de la ville de prévus sur ODEO, sur les budgets politiques de la ville. Et sur la question des CERFA, vous avez tout à fait raison, ainsi que des bilans. Je me propose, alors bon, vous les avez eus, mais du coup, pour compléter l'information de tous les membres, et comme on a l'habitude de le faire au sortir des séances en fonction des questions qui nous sont adressées, de vous adresser à l'ensemble des membres les CERFA, donc pour les projets présentés cette année, ainsi que le bilan, puisque nous les avons, le bilan de l'année dernière avec les accompagnements tels qu'ils ont été réalisés par notre agglomération. Et enfin, s'agissant de votre première question, Monsieur Franck Marlin s'est excusé ce soir pour une raison personnelle sur laquelle je ne m'étendrai pas, puisque voilà, il y a un décès. Donc, vous me permettrez pour ce soir de ne pas aller au-delà du commentaire. Il est excusé et il lui appartiendra en tout cas d'avoir à commenter, puisque je ne peux pas commenter les paroles des autres par rapport au sujet que vous évoquiez, notamment dans la presse. Excusez-moi, est-ce que je peux revenir sur les 15 000 euros? Parce que oui. J'ai vraiment, sur le CERFA, c'est uniquement pour... ou alors il y a une erreur de leur part. Non, mais alors, mais... donc du coup, c'est que c'est moi qui... donc il y avait bien 2 autres opérations qui ne seront pas accompagnées. Et donc, si on descend à cette proportion, c'est parce que l'État voulait vraiment que l'on cible sur la partie politique, quartier politique de la ville. Et puis parce que l'enveloppe étant au total de 20 000 euros et souhaitant pouvoir quand même avoir un effet levier ou accompagner toutes les énergies, comprenez bien que si on versait 15 000 euros à ODEO, il restait plus que 5 000 euros. Donc effectivement, il faut bien attirer mon attention là-dessus, parce qu'il y avait, je sais que 2 autres opérations qui n'ont pas été retenues, mais par rapport au montant sollicité et à l'enveloppe aujourd'hui allouée, qui peut paraître effectivement trop faible, dont je rappelle qu'elle est 100% agglomération, hein, elle n'a pas fait l'objet d'un quelconque transfert de charge, et voilà, avec le souhait de pouvoir accompagner, je dirais, un maximum d'acteurs. Donc cette répartition donne effectivement, hein, c'est parfois le dur jeu des versements, mais ce n'est pas une appréciation portée à l'action de l'association ou qui doit être interprétée comme telle, bien naturellement.
Je ne faisais pas remarquer que je trouvais qu'on ne leur donnait pas assez. Hein, je m'étonnais de la différence et je voulais une explication, mais pour moi, c'est suffisant. Merci. Je vous propose... Oui, alors, par contre, ce qui pourrait être bien, c'est que quand je vous demande à tous si vous souhaitez prendre la parole et s'il y en a plusieurs, c'est de pouvoir vous annoncer, ce qui nous permet de nous organiser dans les prises de parole. Donc si vous me Monsieur permettez... M. Canter et après Mme Girardot. Non, alors attendez, on va laisser Monsieur M. Canter d'abord, s'il vous plaît. Je vous en prie, la parole est à vous. Merci, mes chers collègues, bonsoir. Je ne prendrai pas part au vote parce que l'un des porteurs est le Collège de Guinette et je suis enseignant au Collège de Guinette. C'était une remarque. Merci. Pardon, c'était pour une explication de vote dans ces cas-là, merci. Madame Girardot. Oui, simplement une petite précision pour dire que j'ai le pouvoir de M. Marlin et qu'en son nom, j'ai voté ce soir. Donc j'estime qu'il est présent, même si pour une raison personnelle, il ne peut pas être là. Donc ces votes ont bien été enregistrés. Donc voilà, il est là. Merci voilà. beaucoup. Nous pouvons donc maintenant passer au vote et le scrutin est ouvert. Donc, pour pouvoir voter pour, la touche 1, 2 contre, 3 abstentions, 4 ne prend pas part au vote. Alors, il me manque encore un vote. Il me manque encore un vote. Parfait, merci. Donc 74 pour, 1 ne prend pas part au vote, donc à l'unanimité. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec le point numéro 10 concernant une délégation de signature accordée au président pour signer des conventions financières entre notre agglomération et les structures désireuses d'offrir des chèques cadeaux à leur clientèle ou à leurs adhérents. Je cède la parole à M. Cronier. Merci, Monsieur le Président. Oui, voilà un peu plus d'un an, nous avions décidé, face à la crise qui nous touchait, d'accompagner nos commerces de proximité et nos producteurs locaux, véritables vecteurs de développement économique de notre territoire. Ainsi, nous avons en mai adhéré à la Fédération nationale des centres-villes, notamment avec le label Vitrine de France, pour faire bénéficier donc nos commerces et pour que la vitrine de l'étampes Sud-Essonne, donc qui a recensé près de 200 commerçants et producteurs qui se sont associés à cette action. Et cette action a été aussi relayée en fin d'année avec une application sur les mobiles. Afin d'encourager la consommation chez les commerçants de proximité et les producteurs, nous avons mis en place des opérations de chèques cadeaux et qui ont été mis à disposition du personnel médical et paramédical du territoire, mobilisé en première ligne pendant la période d'état d'urgence sanitaire, et donc permettant aussi aux communes et entreprises de son territoire de commander des chèques à offrir à leurs salariés. Avec des tarifs préférentiels. La communauté d'agglomération s'appuie sur ce système. C'est Vitrine de France qui gère toute la partie administrative et ce sont nos services qui se chargent de l'opération commercialisation et du remboursement aux commerçants. Fort de cette dynamique, la CAES souhaite proposer aux entreprises et aussi aux associations du territoire la possibilité aussi de bénéficier, au travers de la gestion déléguée, de ce dispositif de chèques cadeaux. Donc les chèques cadeaux sont offerts par les entreprises du territoire des 37 communes à leur clientèle et aussi par les associations loi 1901 œuvrant sur le territoire à leurs adhérents. Donc la structure intéressée s'acquitteront d'une taxe de 40 centimes par chèque et la convention financière qu'on vous propose d'approuver entre l'ACAES et les entreprises au bénéfice de leur clientèle ou les associations au bénéfice de leurs adhérents. Merci. Peut-être un petit bilan aussi à date sur les différentes opérations chèques cadeaux. Je trouve que c'est toujours intéressant que vous puissiez savoir un petit peu le succès ou non rencontré. Alors, pour rappel,
3302 chèques de 24 € ont été distribués dans le cadre de la première opération. Vous savez, c'était l'opération pour les personnels médicaux et paramédicaux qui avaient été en première ligne pour le début de la pandémie. Alors, on avait annoncé 100 000 € de chèques cadeaux, puisqu'à l'origine, par rapport au nombre de personnes qui nous avaient été déclarées, donc on avait mis 100 000 € divisé par le nombre, c'est ce qui avait donné la valeur faciale de 24 €. Sauf qu'entre-temps, on a eu des retours de chèques non distribués de la part de certains établissements. Donc, on est passé de 3 486 chèques à 3 302 réellement distribués dans le cadre de l'opération, la première opération. Donc, ce qui donne un potentiel de 79 248 € pouvant être injectés dans le commerce local. Sur ces 3 302 chèques, 100 489 au 5 mars 2021 ont été dépensés. Ça nous donne donc 35 736 €, un taux d'utilisation donc de 45%. Les secteurs bénéficiaires, la boucherie-charcuterie qui arrive en tête avec 19,48%, les boulangeries-pâtisseries à hauteur de 16,25%, cave à vin à hauteur de 11,15% et coiffure esthétique à hauteur de 10,14%. Je vous fais grâce du reste, mais ça vous permet de voir un petit peu les faits. Vous savez également qu'on a mis en place les opérations chèques cadeaux de fin d'année, à la fois pour les membres de l'agglomération, on avait délibéré, ainsi que pour un certain nombre de communes, 7 exactement, Angerville, Étampes, Brial-et-Célé, Ormois-la-Rivière, Châlons-Moulineux, Fontaine-la-Rivière et Saint-Hilaire, ainsi qu'une entreprise du territoire qui ont souhaité, en lien avec l'agglomération, enfin chacun pour sa partie naturellement, commander des chèques. Il y a eu 3 464 chèques qui ont été commandés pour un montant total de 68 460 €. Ces chèques sont valables jusqu'au 31 décembre de cette année, alors que les chèques cadeaux de la première partie, les premiers chèques cadeaux sont valables eux jusqu'au 30 juin. Donc sur cette seconde opération, sur ces 3 464 chèques distribués, 769 ont à ce jour été dépensés, soit 17 255 € d'injectés et un taux d'utilisation au 5 mars de 22,20%. Les secteurs bénéficiaires de ces chèques cadeaux fin d'année, c'est la coiffure et l'esthétique qui arrive en tête avec 19,25%. Viennent ensuite les vêtements et accessoires à hauteur de 16,25%, la boucherie-charcuterie à hauteur de 14,4% et épicerie primeur à hauteur de 13,39%. Voilà, donc ce qui fait un total pour les deux opérations aujourd'hui de 6 766 chèques distribués. Le montant total, si tout est dépensé, qui pourra être injecté dans l'économie, sera de 147 708 € et actuellement on est à 52 991 € d'injectés, soit à peu près un tiers. Voilà, et donc là, vous l'aurez compris, l'enjeu, c'est de pouvoir permettre aussi à des entreprises, si elles souhaitent faire l'acquisition pour les offrir à leurs clients, de pouvoir, grâce à cette adhésion, à cette convention, le faire. Est-ce qu'il y a des observations ou des interventions sur ce point ? Oui, Madame Binet-Dezer, est-ce qu'il y aura d'autres prises de parole ? Non, je vous en prie. Merci. Je vois que vous intégrez aussi les associations dans ce dispositif. Là, vous leur donnez la possibilité de participer. Pourquoi est-ce que vous avez intégré les associations ? Est-ce que vous avez eu des demandes particulières d'associations du territoire qui souhaitent participer au dispositif ? Non, on n'a pas eu de demande, mais c'était l'opportunité d'ouvrir à un maximum d'organismes, soit privés, soit associatifs, s'ils souhaitent faire cette acquisition. Alors pour plein de raisons, on pourrait imaginer par exemple demain qu'une association, lorsque la vie reprendra son cours, excusez-moi d'aller vraiment d'être très terre à terre, mais lorsqu'elles organisent des lotos ou autres, puissent prévoir plutôt que d'avoir le traditionnel filet garni et autres, éventuellement de remettre aussi, d'offrir des chèques cadeaux qui sont dépensables sur le territoire. Voilà, j'ai ces premiers exemples qui me viennent en tête. Donc c'est pour ça qu'on permet cette possibilité, mais aujourd'hui, effectivement, pas de demande. En revanche, on a bien eu une demande d'un privé qui, pour sa clientèle, souhaite faire l'acquisition de chèques cadeaux et leur remettre. Mais on s'était dit que c'était l'occasion de pouvoir élargir si les demandes venaient à se présenter en cours d'année. Bien, écoutez, je vous propose donc de passer au vote et d'ouvrir le scrutin. Touche une si vous êtes pour, 2 contre, 3 pour l'abstention, 4 pour ne pas prendre part au vote. Ah, alors par contre, moi j'ai voté, mais je crois que je ne suis pas le seul, mais les votes n'arrivent pas. Ah, non. Alors, voilà, donc c'est bon, maintenant le vote est ouvert, pardon, je vous invite à voter. Donc voilà, je rappelle, le choix de votre vote doit rester inscrit avec le petit OK en haut à droite. Il nous manque encore une dizaine de votants, un peu moins maintenant. Presque devenus des pros de l'usage
du numérique. Encore deux. Il y a deux personnes qui vraisemblablement... Non, bah écoutez, je vais clore... Ah, si c'est bon, 74. Ouais, il m'en manque encore un, sinon je vais devoir clore le scrutin. Bien, je clôt le scrutin et donc pour les suffrages exprimés à hauteur de 74, donc à l'unanimité, la délibération est adoptée. Nous poursuivons donc avec le point numéro 12 qui concerne... Excusez-moi, je tourne mes pages plus vite que... Excusez-moi, le numéro 11, la prolongation du fonds de résilience et la signature des conventions afférentes. Je redonne la parole à Monsieur Cronier. Merci, Monsieur le Président. Donc, la région, pour faire face à cette crise sanitaire qui impactait le tissu économique francilien, a créé le fonds de résilience avec l'appui de la Banque des Territoires et Initiative Île-de-France. Ce fonds est abondé par l'ensemble, la quasi-totalité des intercommunalités franciliennes, dont la nôtre, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, les départements de Seine-et-Marne, d'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise, et ont été mobilisés près de 100 millions d'euros à l'attention des petites entreprises et des structures de l'économie sociale et solidaire. Ce fonds de résilience Île-de-France collectivité a pour objet de soutenir, par une intervention dite de dernier ressort, les TPE de 0 à 20 salariés et les structures de l'ESS afin de faciliter la reprise de leur continuité et la continuité de l'activité par l'octroi d'une avance remboursable de 3 000 à 100 000 euros sans garantie de taux zéro sur une durée maximum de 6 ans et un différé de remboursement d'une durée maximale de 2 ans. Faisant suite au durcissement des mesures sanitaires, la région a par ailleurs assoupli certaines règles, puisque ce fonds de résilience a fait l'objet de plusieurs avenants, notamment le fait d'élargir aux entreprises de 20 à 50 salariés de secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, du divertissement et du bien-être. Donc c'est les secteurs qui ont été jugés les plus fortement impactés par cette crise sanitaire. En 2020, l'abondement de notre agglomération a été de 52 875 euros et ça a permis à 11 structures locales de bénéficier d'un montant total de 228 389 euros d'avance remboursable. Face au contexte pandémique et les perspectives de reprise économique rapide pour de nombreux secteurs d'activité contraints, fermeture administrative et restrictions d'horaire, la région a souhaité poursuivre ce fonds de résilience pour 2021 et donc constituer un fonds supplémentaire de 50 millions d'euros. La région et la Banque des Territoires verseront respectivement 12,5 millions d'euros. Les collectivités franciliennes sont sollicitées sur une base de contribution minimale de 10 euros par entreprise. Et donc, il nous est proposé, à notre agglomération, une participation de 35 250 euros. Et ce fonds de résilience est prolongé jusqu'au 30 avril 2021. Donc, il vous est proposé d'approuver les avenants à la première convention et puis d'autoriser le président à les signer et de verser au fond à l'association Initiative Île-de-France notre participation de 35 250 euros. Merci. Alors peut-être quelques précisions en termes de bilan sur le fonds résilience. Donc à l'échelle de l'Île-de-France, la contribution de l'intégralité des EPCI et des établissements publics territoriaux franciliens s'est fait en lien avec la région Île-de-France, la Banque des Territoires, les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise qui ont participé à ce fonds. Soit, il y a eu 93 millions d'euros d'avances remboursables d'accordés, 5 000 entreprises ont été bénéficiaires à l'échelle de la région et près de 20 000 emplois sont considérés sauvegardés via ce fonds. Pour l'agglomération, l'abondement du fonds a été, vous le savez, sur la première partie à hauteur de 52 875 euros, puisque le calcul c'était 15 euros par entreprise. Il y a 11 entreprises du territoire qui ont été bénéficiaires de l'accompagnement.
228 389 € d'avance remboursable ont été accordés, comme vous l'évoquez à l'instant, Guy Cronier, soit un montant moyen de l'aide de 20 763 €. Donc un effet multiplicateur de 4,32 entre ce qui a été mis par l'agglomération et ce qui est revenu sur le territoire en termes d'avance remboursable. Voilà ce que je peux à ce jour vous indiquer en termes de bilan. Et donc là, le but étant de reconduire à périmètre égal, mais sur la base de 10 € par entreprise, ce qui fait que notre contribution passe mécaniquement de 52 875 à 35 250 € pour 2021. Est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des interventions donc, sur le fonds résilience? Non. Je vous propose donc de passer au vote pour acter de la prolongation pour l'agglomération de notre participation au fonds résilience, et je vous invite donc à voter. Touche 1 si vous êtes pour, touche 2 si vous êtes contre, 3 pour vous abstenir, 4 pour ne pas prendre part au vote. C'est bon, le scrutin est donc clos et à l'unanimité, la délibération est adoptée. Nous poursuivons avec le point numéro 12 qui concerne donc une convention cadre de participation financière pour les travaux d'extension de la desserte en eau potable de la rue de Beauce sur la commune de Blandy. Je cède la parole à Monsieur Pertuis. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est rappelé au Conseil communautaire que l'agglomération est compétente en matière d'eau potable depuis le 1er janvier 2020. À ce titre, la communauté d'agglo a notamment l'obligation de mettre en œuvre un schéma de distribution en eau potable qui permet de délimiter les zones desservies par les réseaux de distribution et par conséquent les zones dans lesquelles la desserte en eau potable est possible. Dans la commune de Blandy, 3 projets de construction nouvelles bordant la rue de Beauce nécessitent des travaux d'extension de ce réseau d'eau potable situé hors du périmètre du schéma de distribution couvrant la commune. En effet, ces travaux consistent en la fourniture et la pose de 90 mètres linéaires de canalisation pour leur raccordement au réseau d'eau potable existant, soit au-delà des 50 mètres définis au schéma de distribution de la commune. Les travaux d'un coût total de 22 420 € hors branchement devant être réalisés en partie en dehors du périmètre défini par le schéma de distribution en eau potable, il convient de conventionner avec les propriétaires des parcelles afin qu'ils puissent s'acquitter d'une participation financière pour la réalisation de l'extension du réseau au-delà de ce périmètre d'intervention de la communauté d'agglomération. La CAES, ainsi que le prévoit le schéma de distribution, prend à sa charge les 50 premiers mètres linéaire d'extension du réseau d'eau potable sur les 90 mètres nécessaires. Le coût des 40 derniers mètres sera réparti entre les 3 propriétaires. Le montant de la participation financière pour chacun des propriétaires étant de 3 971,48 € se décompose comme suit. Le raccordement, enfin la canalisation revient à 3 121,48 € pour chacun des propriétaires, auquel s'ajoute le branchement du réseau sur le réseau pour 650 €, et on retrouve bien les 3 971,48 €. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention cadre de participation financière, d'autoriser Monsieur le Président à signer avec chacun des